webinaire officiellement. Ça fait longtemps qu'on en parle. On avait hâte d'offrir cet événement-là gratuit dans le cadre, entre autres, du lancement de notre programme. Mais il y avait des informations, certaines choses qu'on voulait aborder. On trouvait ça important d'avoir un moment pour échanger aussi. Puis c'est des informations qu'on trouve important que tout le monde devrait avoir aussi. Il y a tellement de mythes qui entourent justement ou de non-dits, de croyances entourant les enjeux liés à l'intimité, la sexualité comme parents aussi. Fait qu'on trouvait ça vraiment important de prendre ce petit moment-là justement pour échanger, pour éclaircir certaines choses aussi. Et puis à la toute fin, on va vous parler aussi de notre nouveau programme qu'on sort parents et amants comme on avait dit, le webinaire est vraiment dans le cadre du lancement du programme. Donc, je vais commencer par me présenter un petit peu pour s'il y en a qui me connaissent pas. Donc, moi, mon nom, c'est Emmanuelle. Je suis sexologue. Puis, je fais partie de l'Ordre des sexologues. Donc, je suis membre depuis 2 ans. J'ai commencé, en fait, en faisant, je fais plusieurs stages. J'ai travaillé aussi dans mon domaine pendant mes études. Puis, j'ai fait des stages à l'international, entre autres. Donc, j'ai commencé mon expérience en République dominicaine en travaillant dans les écoles, auprès des jeunes, à faire la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Donc, j'ai continué un peu à travailler là, auprès des communautés ethnoculturelles aussi. Donc, je travaille beaucoup auprès des couples multiculturels, entre autres. Puis, j'ai travaillé ensuite là, dans le domaine du VIH, entre autres auprès des communautés ethnoculturelles encore. Puis, comme coordonnatrice aussi, donc c'est là que j'ai trouvé un intérêt, entre autres, pour les formations en ligne. Puis, tout ça, comme c'était dans la pandémie, on n'a pas eu le choix de s'habituer, mais c'est quelque chose qui est resté. Je pense que c'est vraiment une belle façon de transmettre de l'information, des connaissances, puis que ça puisse être accessible aussi au plus de gens possible. Donc, après ça, je me suis dirigée un peu plus vers le clinique. J'avais envie de plus de proximité avec les gens. Donc, j'ai été travailler dans une clinique spécialisée auprès des femmes. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux liés à la maternité, la parentalité aussi. J'ai commencé à travailler beaucoup auprès des parents. Puis, je n'ai pas mentionné aussi, mais j'ai aussi fait mon stage avant ça dans une maison de naissance. Donc, j'ai beaucoup travaillé auprès des couples, des parents. Puis, je continue à me spécialiser auprès de cette clientèle-là, en fait. Puis, entre autres auprès des enjeux qui entourent le désir sexuel, mais principalement pendant cette période-là de parentalité, puis avec les changements liés à la périnatalité puis la parentalité. Donc, depuis récemment, là, je me concentre à temps plein à ma pratique privée comme sexologue en virtuel aussi. Puis, ça me donne l'occasion de travailler sur plein de beaux programmes comme celui-ci en collaboration avec Jeanne. Oui, très beau parcours. Je suis tout le temps impressionnée à chaque fois que tu te présentes. Je suis là, wow, elle est tellement, elle a touché à tellement de choses, beaucoup d'expérience aussi. Fait que c'est ça, ça m'impressionne toujours. Fait que salut, moi c'est Jeanne, je suis infirmière clinicienne pour ceux qui me connaissent pas. Moi, je suis infirmière en fait depuis 2020. J'ai commencé dans le réseau hospitalier, là, j'ai travaillé en pédiatrie, j'ai fait aussi du centre jeunesse. Fait que c'est là que j'ai commencé à toucher un petit peu plus à la santé sexuelle. Fait que tout ce qui est dépistage du TSS, contraception, puis aussi du counseling de base en éducation par rapport à la santé mentale, par rapport à la santé sexuelle avec les jeunes. Éventuellement, une fois que j'ai terminé mon bac un petit peu plus tard, j'ai décidé d'élargir un peu mes horizons, puis je suis partie travailler en agence de placement. Donc, je suis allée travailler en Gaspésie. C'est là que j'ai été formée en obstétrique, là. Fait que j'ai fait de la salle d'accouchement puis du postpartum. Ça a été vraiment comme une belle opportunité parce que ça faisait longtemps que je voulais aller toucher à ce milieu-là. C'est toujours un milieu qui m'a vraiment intéressée comme clientèle aussi, les mamans, les bébés, puis toute la famille autour de ça. Fait que j'ai vraiment aussi développé un super gros intérêt par rapport à ça. C'est resté quand même un petit peu latent. J'ai travaillé là un petit bout. Puis j'ai fait aussi un stage dans le cadre de mon bac. Le stage final, ça a été en suivi postnatal à domicile. Fait que ça aussi, c'était vraiment cool. Ça m'a permis de voir un petit peu plus un autre côté de tout ce qui est maternité, mère-enfant, puis tout ça. Fait que ça pour dire qu'un jour, j'ai décidé de quitter l'hôpital parce que justement, j'avais ma passion pour la santé sexuelle, la santé aussi de la famille en général. Puis j'ai décidé d'aller combiner les deux pour démarrer ma pratique privée en santé sexuelle. Fait que j'avais commencé mon certificat en santé sexuelle à l'Université Laval. Puis au fil de tout ça, j'ai démarré Sexo Soins, qui est ma pratique privée. Je donne de l'éducation à la sexualité sur les réseaux sociaux, mais aussi en présentiel, là. Donc, je donne des ateliers dans les écoles,
bénévoles dans certains organismes aussi. Puis c'est ça, des accompagnements aussi en ligne, notamment pour les nouveaux parents. Donc, tous les aspects qui sont en lien avec l'image corporelle, la reconnexion à soi-même, à l'autre, en postpartum notamment. Je vois aussi des personnes qui ne sont pas parents, mais comme je disais, j'ai toujours eu un petit fait pour cette clientèle-là qui vient beaucoup me rejoindre, qui me passionne énormément. Fait que c'est pour ça que je suis très contente d'être dans ce projet-là avec Emmanuel, puis de vous présenter notre beau webinaire aujourd'hui qui s'appelle Intimité après bébé, mythes et réalité. Fait que pour commencer, le premier mythe, on entend souvent ça, là, le fameux 6 semaines. C'est quelque chose qu'on entend déjà là après l'accouchement, puis dans les suivis qui peuvent suivre aussi, là, qu'à partir du 6 semaines, ben, on serait prêt à avoir des relations sexuelles. C'est comme un peu le go. Puis il y en a plusieurs personnes qui attendent impatiemment ces 6 semaines-là pour pouvoir recommencer à avoir des relations sexuelles. C'est un mythe parce qu'en fait, la réalité, c'est que le corps puis la personne peut ne pas être prêt à 6 semaines. En fait, c'est assez fréquent que les gens aient un petit peu une crainte de recommencer les relations sexuelles, puis c'est tout à fait normal. Fait que le fait de dire qu'à 6 semaines, tout le monde doit recommencer à avoir des relations sexuelles, ben c'est vraiment faux. Puis c'est un peu, je trouve, laisser les parents tout seuls avec ce gros sujet-là qu'on n'ose pas trop aborder, qu'on n'ose pas trop parler de manière concrète, puis de dire, OK, ben, allez-y, recommencez à avoir des relations sexuelles à la maison après ça. Alors qu'en fait, le 6 semaines, c'est vraiment lié aux conditions plus médicales normalement. Fait que c'est le délai qui laisse pour que l'utérus ait le temps de reprendre un peu sa forme, que le col aussi se referme après l'accouchement, dans le fond, pour éviter les risques d'infection surtout. Puis ça laisse aussi le temps un petit peu au périnée de venir se rétablir dans le cas d'un accouchement vaginal ou de la plaie césarienne aussi de se réparer, puis tout ça. Sauf qu'encore là, même si c'est ça qu'on dit en théorie, que c'est après 6 semaines qu'on est prêt, bien, ça ne veut pas dire que chaque personne va récupérer de la même façon puis qu'ils vont être prêts de toute façon en ces 6 semaines-là. Fait que même si le corps peut ou ne peut pas être prêt, ben, il y a aussi tout l'aspect mental qui peut prendre un petit peu plus de temps. Puis encore là, c'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre à s'écouter puis de savoir est-ce que je me sens prêt, oui ou non? Puis de quelle façon, après ça, je vais aller recommencer à avoir de la sexualité? Parce que, comme je dis, c'est normal d'avoir des craintes d'avoir mal, des craintes que ça file pas pareil au niveau des relations sexuelles aussi. Fait que c'est beaucoup de changements. Puis justement, on trouve que c'est plate parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accompagnement disponible par rapport à ça, alors que c'est un sujet qui nécessite d'avoir de la bonne information puis du support pour être capable de retrouver une sexualité qui est satisfaisante et épanouie. C'est tellement bien expliqué. Puis je pense qu'en effet, on se focus tellement sur le 6 semaines qu'on oublie de se questionner sur c'est quoi les autres signes qui nous font croire, en fait, là, qui peuvent nous laisser savoir qu'on est prêt. Puis je sais pas toi, mais je pense aussi là, de ce que j'observe, moi, en consultation, il y a tellement souvent de gens, justement, qui se présentent puis qui ont cette pression-là en lien avec le 6 semaines, puis ça crée, c'est une énorme pression, un stress aussi, puis déjà, juste ce stress-là, puis cette anxiété-là peut aussi venir renforcer certaines douleurs là, du fait d'être plus tendu, plus contracté aussi. Là. 100%. Donc, ça peut venir faire persister justement certaines douleurs ou d'autres choses. Donc, en tout cas, c'est vraiment bien expliqué. Le deuxième mythe, la deuxième chose qu'on voulait aborder, puis en fait, on a vraiment essayé de cibler certaines choses qu'on entend trop souvent, là, que ça soit même dans notre entourage ou dans nos consultations aussi, puis essayer de partager des informations juste un petit peu plus nuancées avec ça, parce que souvent, c'est des choses justement qu'on va entendre peut-être à l'hôpital ou vraiment rapidement sans nécessairement d'explication. Fait que de venir ajouter là, des petites nuances, des informations qui entourent ces informations-là. Puis, on voulait parler de la pression de devoir reprendre la sexualité d'avant, en fait, après l'accouchement, après avoir eu des enfants. Donc, ce que j'entends, entre autres, là, en consultation, c'est que souvent, on va venir comparer à avant. Donc, il y a toujours pour que ça redevienne comme avant ou avant, c'est de X façon. Puis, la sexualité ne peut pas redevenir comme avant. C'est difficile, ça peut être difficile à accepter, ça peut être un deuil quand même important à faire, mais c'est pas nécessairement négatif non plus. C'est d'accepter que la sexualité va changer, des aspects plus positifs, des aspects plus négatifs, mais inévitablement, ça ne pourra pas redevenir comme avant parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte qui vont changer, que ça soit autant au niveau de la dynamique du couple, de la routine, du corps.
Donc, il y a tellement de choses, puis on va continuer à expliquer un peu puis énumérer d'autres éléments là, au cours du webinaire, mais il faut relâcher un peu cette pression-là de reprendre la sexualité comme elle était avant, puis de voir comment on veut redéfinir notre sexualité. Il y a peut-être des choses aussi qui faisaient partie de la sexualité avant, puis qu'on ne s'était pas trop posé de questions à savoir est-ce qu'on aime ça, est-ce qu'on n'aime pas ça. Donc là, ça peut être un moment justement de faire une petite introspection là-dessus, d'échanger, de communiquer par rapport à ça, puis de voir, bon, ben, finalement, il y a peut-être certaines choses que je veux garder, certaines choses que je veux plus dans ma sexualité. Donc, comment est-ce que je peux la redéfinir pour qu'elle me convienne vraiment dans ma vie actuelle, avec le nouveau contexte aussi? Donc, ça m'amène à c'est l'exercice qu'on voulait vous partager, en fait, donc pour les personnes qui sont présentes en direct. Donc, c'est un exercice d'introspection qui fait partie du programme. Donc, Jeanne va le partager dans les commentaires. Vous pouvez aller le télécharger. Donc, ouais, dans le chat. Donc, c'est vraiment un petit exercice pour identifier justement comment vous voulez redéfinir votre sexualité avec votre contexte actuel. Donc, je vous invite à faire ce petit exercice-là, puis c'est l'une des choses justement qu'on aborde un petit peu plus en détail là, dans le programme. Comment on fait pour redéfinir sa sexualité comme nouveau parent? Puis encore là, comme tu l'as bien dit, Emmanuel, tu sais, on voit ça souvent comme une manière négative que ah, ça doit absolument revenir comme avant, alors qu'au final, des fois, avant, ça nous convenait plus de toute façon, puis on le réalisait peut-être juste pas que c'était pas ça la sexualité qu'on voulait avoir tant que ça, parce qu'on prend rarement le temps de venir se questionner sur est-ce que la manière que j'ai des relations sexuelles, ça me convient? Tu sais, des fois, ça peut devenir tellement mécanique puis routinier que c'est difficile de dire comme ah, ben j'aimerais ça autre chose. Fait que de prendre le temps de compléter cet exercice-là, autant seul qu'avec son ou sa partenaire, ça permet de revisiter aussi en général notre sexualité. Puis on peut voir ça d'une manière plus positive, de se dire comme c'est une belle occasion justement de se redécouvrir à deux puis comme personne, fait que d'aller chercher des choses qui sont encore plus satisfaisantes que la vie qu'on aurait pu avoir avant d'avoir son bébé. Oui, exactement. Puis aussi, ben si je ne l'ai pas coupé, mais un des éléments que j'ai nommé, c'est que des fois, pendant la période aussi où on essaie d'avoir des enfants, c'est la période avant la grossesse, puis tout ça, puis même la grossesse, justement, il va tellement avoir de changements aussi, ou même le fait d'essayer d'avoir des enfants, d'aller calculer un petit peu au niveau de notre cycle, tout ça, ça peut venir vraiment affecter la sexualité, puis des fois, pendant la grossesse, il peut juste avoir une perte d'intérêt ou que ça soit vraiment différent aussi. Donc, c'est vraiment d'aller redéfinir par après la sexualité qu'on veut pour le futur. 100%. Fait que ça nous mène à notre troisième mythe. Après l'accouchement, le vagin va devenir plus lousse. Fait que ça, c'est un mythe que j'entends vraiment souvent, puis c'est causé souvent par un manque aussi de compréhension de tout ça, puis c'est tout à fait normal parce qu'encore là, c'est quelque chose qu'on parle vraiment pas. C'est normal que le ressenti au niveau du vagin quand il y a des relations sexuelles, puis ça peut être changé un petit peu, ça peut ne pas être la même chose qu'avant. Sauf qu'encore là, le vagin ne va pas nécessairement être plus lousse. Tu sais, oui, il va avoir l'enfant qui va avoir passé, puis des fois, ça peut être un peu épeurant, là, mais souvent, au contraire, on va voir qu'après l'accouchement, les personnes peuvent avoir plus des contractions, tu sais, les muscles super tendus, des tensions. Puis c'est là que c'est important d'aller consulter justement en physio-périnéale parce que ça peut causer des douleurs aux relations sexuelles, ça peut causer des inconforts. Puis encore là, comme je disais, juste le ressenti peut être différent. Fait qu'on peut avoir en tête que ça va devenir super lousse puis que justement, on sera plus capable d'avoir de plaisir non plus, alors que le plancher pelvien, c'est vraiment un muscle. Donc, c'est toutes des choses qui vont venir se travailler en physio, autant si c'est rendu trop serré puis que le plancher pelvien manque un peu de tonus, ou si au contraire, là, les muscles du plancher pelvien sont vraiment relâchés. Fait que les deux sont possibles, mais il y a souvent plus de tension, justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur le sujet, Emmanuel. Non, c'est super bien expliqué. Fait qu'en effet, c'est justement en physio, puis il y a aussi tous les aspects psychologiques, là, comme on disait tantôt, là, souvent avec les craintes, le stress que ça peut créer aussi, là, ça peut venir renforcer un petit peu ces contractions-là qu'on sente c'est ça, plus tendues, plus crispées, puis que ça vienne augmenter un peu les douleurs. Puis le fait qu'on soit justement plus tendu, qu'il y ait certaines craintes, qu'on soit un peu moins à l'aise, qu'il y ait certaines peurs, puis ça entraîne des douleurs, ben ces douleurs-là aussi peuvent faire en sorte qu'on va avoir peur que la prochaine fois aussi, il y ait de la douleur, puis créer un petit peu un cycle là, que ça peut être
difficile Ouais. de s'en sortir là, sans un bon appui psychologique ou sans les bons outils. Ouais, fait qu'encore là, c'est ça, le mix entre le corps et le mental est vraiment fort, puis on pense pas nécessairement que les 2 sont liés, mais oui, il peut vraiment avoir un gros impact à ce niveau-là. Fait que c'est important d'aller chercher du soutien autant au niveau du corps que du psychologique pour être bien pris en charge dans sa sexualité après tout ça. Parce que, tu sais, veux pas, c'est quand même une grosse affaire, l'accouchement, là. Tu sais, il se passe tellement de choses, le corps, il bouge, on s'adapte, puis tout ça. Fait qu'on peut pas juste s'attendre à ce qu'après ça, tout soit beau, tu sais, du jour au lendemain. Il y en a des personnes pour qui ça se passe super bien, d'ailleurs, vraiment pas pour faire peur à personne si jamais vous avez pas encore accouché ou des choses comme ça. Mais c'est quand même des gros changements, tu sais. Fait que il faut s'attendre à ce que des fois, ça peut prendre un petit peu de temps aussi avant qu'on puisse retrouver un état de satisfaction par rapport à tout ça, là. Mhm. Quatrième mythe, les personnes en postpartum, ils vont vivre de la sécheresse vaginale parce qu'ils ne ressentent pas de désir sexuel. Encore là, c'est faux. Il y a plein de facteurs qui peuvent venir causer la sécheresse. Oui, en effet, il y a certaines personnes qui peuvent ne pas ressentir du désir en postpartum à cause de plusieurs facteurs, comme on vient de parler un petit peu. Mais il y en a aussi qui vont en avoir du désir sexuel, puis pour qui ça va juste pas fonctionner au niveau du corps. Encore là, ça se peut, tu sais. Il y a plein de facteurs qui peuvent venir causer de la sécheresse vaginale en postpartum, notamment l'allaitement. Ça, on ne le sait pas toujours, on n'en parle pas encore tant que ça non plus, mais l'allaitement a un gros impact au niveau de la lubrification vaginale à cause de l'hormone qui est sécrétée, la prolactine. Ça va vraiment faire en sorte que les personnes qui allaitent vont avoir une sécheresse vaginale, alors c'est vraiment quelque chose de cause à effet, ça a été prouvé. Par contre, il existe des choses pour venir pallier à cette sécheresse-là en attendant d'être dans cet état-là. Notamment, c'est ça, utiliser un lubrifiant à base d'eau, bien sûr, c'est toujours pertinent pour venir à ce niveau-là. Mais il existe aussi des crèmes que vous pouvez parler avec votre médecin de famille ou médecin traitant dans votre grossesse qui peuvent vous aider dans tout ça. Fait que c'est important de juste pas rester avec ça parce qu'au final, si vous avez des relations sexuelles pénétratives avec une sécheresse vaginale, ça peut venir causer du frottement, de l'irritation, puis qu'encore là, ça fasse un autre cercle vicieux de OK, ben là, c'est encore inconfortable à ce niveau-là. Les relations sexuelles sont plus douloureuses, inconfortables. Fait que, tu sais, c'est pas à négliger. Des fois, on se dit, ah, ben, tu sais, c'est pas grave, ça va passer, puis tout ça, mais c'est important d'aller consulter à ce niveau-là. Puis si ça vous cause de l'inconfort, ben, de stand-up, puis d'aller chercher toutes les ressources nécessaires pour un peu pallier au problème, là, si ça vous incommode. Mhm. Ouais, encore une fois, ben moi, j'avais pas grand-chose non plus à ajouter là-dessus. Là. Je pense que c'était vraiment bien expliqué, mais c'est souvent de ce qu'on entend, c'est que on, même les même des fois, on se pose des questions sur notre corps, puis on a l'impression que justement, s'il n'y a pas de lubrification, c'est qu'on a moins de désir pour notre partenaire. Puis même des fois, c'est les partenaires qui vont avoir cette impression-là aussi, par exemple, ou qui ça peut venir entraîner certaines insécurités, c'est d'avoir l'impression que ben là, s'il n'y a pas de lubrification, c'est que ma partenaire a plus envie, a moins envie, mais désire moins. Donc, c'est important, je pense, de briser cette croyance-là que lubrification, qu'un manque de lubrification, c'est automatiquement associé à moins de désir sexuel parce que justement, il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent entrer en compte. Là. Oui, puis tu sais, comme à l'inverse aussi, il y a le vagin est auto-nettoyant, fait qu'il y a des pertes vaginales, puis tout ça. Fait que des gens qui n'ont pas de désir sexuel peuvent quand même avoir une certaine lubrification vaginale. Fait que c'est pour ça qu'on en parle souvent dans des cas de violence sexuelle, puis tout ça. Le fait d'avoir une lubrification vaginale ne veut pas dire que la personne a du désir, comme le fait de ne pas avoir de lubrification, ça ne veut pas dire non plus que la personne n'a pas de désir. Fait que c'est ça. Des fois, ça peut être aussi bête que juste pas avoir assez bu d'eau dans sa journée, certains stades aussi du cycle menstruel. Fait que, encore là, il y a plusieurs autres facteurs que le fait d'être en postpartum puis d'allaiter, mais c'est quand même deux gros facteurs, ces deux-là. Le dernier mythe qu'on voulait aborder, donc les parents devraient faire le deuil d'une sexualité épanouie. Bon, celui-là, j'imagine que vous vous doutez un peu là, de, de qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ça, mais on voulait comme finir les limites qu'on voulait aborder sur cette note-là, justement parce que trop souvent, on pense, tu sais, on en a parlé tantôt un peu, on pense que si la sexualité change, c'est automatiquement qu'elle va changer pour le négatif.
Donc, qu'il faut faire un peu le deuil là, de cette sexualité épanouie-là. Des fois, on peut avoir de la difficulté aussi à venir jumeler, par exemple, comment on peut se voir comme parent. On voit surtout ça pour les femmes. Donc, comment on peut se voir d'un côté comme une mère, qui est une figure là, un peu qu'on peut avoir de la difficulté à concevoir comme être sexuelle. Donc, comment on peut jumeler ces rôles-là de mère puis d'amante, par exemple, ou de partenaire sexuel aussi. Donc, c'est sûr que c'est une adaptation de retrouver une sexualité, une intimité dans nos nouveaux rôles aussi, mais c'est pas parce qu'on devient parent qu'on doit faire le deuil d'une sexualité, d'une belle sexualité, d'une sexualité épanouie, parce qu'à l'inverse, c'est oui, les facteurs, il y a tellement de facteurs qui peuvent amener des changements, que ça peut être une adaptation, que ça peut être un peu plus difficile, mais il y a beaucoup de changements aussi qui peuvent être positifs. C'est juste de voir l'autre personne dans son rôle de parent, d'avoir cette chance-là aussi, cette proximité-là, puis de voir l'autre personne se développer là-dedans aussi, de former une famille. Puis il y a beaucoup de choses positives qui peuvent avoir des impacts sur la sexualité d'une façon positive. Oui, c'est super bien dit, puis c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de créer notre formation Parents et amants. C'est vraiment pour venir redéfinir corps, sexualité et intimité en général, là. Donc, dans nos pratiques respectives, on a vraiment vu un grand besoin au niveau de la clientèle des parents. Donc, il y a les nouveaux parents, les parents aussi qui sont parents depuis un certain moment. Ça peut même toucher aussi les personnes qui sont enceintes présentement puis qui ont des inquiétudes par rapport à cette sphère-là parce que justement, soit qu'il y a déjà un petit peu des difficultés à ce niveau-là ou soit qu'ils en anticipent. C'est toutes des personnes qui pourraient bénéficier de cette formation-là. Fait que justement, notamment, là, il y a certains patterns qu'on peut retrouver chez les nouveaux parents au niveau de l'intimité. Je peux vous en donner un, par exemple, qui revient très souvent dans mes accompagnements individuels. C'est vraiment tout l'aspect du cercle vicieux un peu par rapport au toucher physique. Fait que, par exemple, quand il y a quelqu'un qui a plus de désir que l'autre, ça peut faire en sorte que la personne va initier un petit peu plus souvent ou qu'elle va juste avoir un petit peu plus de contact physique, elle va essayer d'aller vers l'autre, de toucher la personne. Puis la personne qui se retrouve dans la position qui a moins de désir, ben elle, à chaque fois qu'elle va se faire toucher par son ou sa partenaire, elle va être un peu repulsée, puis elle va vouloir repousser l'autre parce qu'elle va anticiper la relation sexuelle, tu sais. Fait que tout ça, ça fait comme un peu une boucle. L'autre essaye, l'autre le repousse, puis il veut de moins en moins être proche physiquement, même pas en contexte de relation sexuelle, mais juste au niveau du toucher physique. Fait que ça peut faire en sorte que l'intimité du couple, même encore là, si on parle pas de sexualité en tant que telle, va se dégrader. Puis la complicité, le sentiment amoureux, c'est toutes des choses qui sont liées à ça. Fait que, il y a des choses à faire par rapport à ça. C'est très fréquent encore là. C'est quelque chose qu'on entend énormément en accompagnement, puis qui peut être un bon exemple de c'est pas une cause perdue. C'est normal que vous puissiez vous sentir comme ça, mais il y a des choses à faire pour venir renforcer cette intimité-là, puis se sentir plus près de son ou sa partenaire. Oui, en effet. Puis, tu sais, il y a tellement d'éléments, justement, dans cette période-là qui peuvent venir renforcer le corps de désir qui, souvent, peut être un peu présent dans d'autres contextes de la relation, mais qui va venir être renforcé en raison, tu sais, de l'accouchement, du fait de devenir parent aussi. Puis, ça me fait penser, justement, à une situation, par exemple, une personne qui va être en congé de maternité, une mère qui va être en congé de maternité, qui va passer la journée, tu sais, exemple, collée avec son bébé, avoir cette proximité-là aussi, tu sais, entre autres, qu'il y a de l'allaitement ou non. Puis l'autre personne qui pourrait commencer à travailler plus tôt, par exemple, qui va avoir hâte de rentrer pour avoir cette proximité-là, autant avec son enfant, qui va avoir envie d'être collée, qui va peut-être avoir envie d'intimité physique ou autre, tandis que l'autre personne, ses attentes à la fin de la journée, c'est plus de enfin avoir un moment seul avec son corps à elle sans avoir un être collé sur elle c'est 24, 24 Donc, ça peut être un exemple aussi. Mais il y a beaucoup d'éléments qui vont venir entrer en jeu puis qui vont venir modifier l'intimité, la sexualité qu'on aborde justement dans ce programme-là, que ce soit notamment la charge mentale, tous les changements identitaires aussi qui viennent avec la parentalité, puis les changements corporels aussi. Puis quand on parle des changements corporels, c'est pas seulement pour la personne qui va avoir porté l'enfant, mais c'est aussi pour l'autre partenaire, comment on peut accompagner là-dedans aussi. Puis pour nous aussi, les changements corporels, la grossesse, ça peut avoir des changements sur comment on va, ça peut amener des changements sur comment on va voir l'autre personne, entre autres. Puis comment on peut accompagner aussi notre partenaire dans tous ces changements-là qui, des fois, peuvent être plus ou moins difficiles à vivre, là, tout dépendant de la personne, mais comment on peut l'accompagner à reconnecter avec son corps aussi. Puis nous, comment on peut reconnecter
comme partenaire, puis apprendre à redécouvrir le corps de l'autre personne aussi, là. Oui, exact. Puis comme tu le dis, c'est pas juste pour les mamans. On parle souvent des mamans en général pour tout ce qui est de la parentalité, de la maternité, puis tout ça, mais il y a aussi les papas dans tout ça qui sont impliqués, même si c'est pas eux qui ont donné naissance nécessairement. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que notre formation s'adresse vraiment autant aux femmes qu'aux hommes, que n'importe qui pourrait être impliqué dans un processus parental, justement. Puis un autre avantage, c'est que ça s'adresse autant à des couples qu'à des personnes qui veulent faire la formation tout seul. Des fois, il y a des gens qui nous disaient justement comme ah ben tu sais moi mon partenaire il est pas super intéressé d'aller regarder des vidéos, de faire de la formation à ce niveau-là, mais c'est vraiment correct justement de le faire un peu plus tout seul. Puis après ça, c'est toutes des connaissances que vous allez pouvoir rapporter dans votre couple ou juste pour initier des discussions aussi. Fait que dans le fond, c'est ça. Autant le faire seul qu'à deux, ça peut être pertinent puis vraiment nécessaire, je crois. Mhm. Puis on a vraiment voulu créer le programme aussi là, d'une façon qui est agréable à suivre. Donc, on n'est pas dans des heures et des heures de théorie à écouter. C'est vraiment des capsules simples, concises, puis une mise en application. Donc, après chaque capsule, dans le fond, il y a des petits exercices vraiment à mettre en application. Il y en a qui vont être un petit peu plus d'introspection. Il y en a qui vont être à faire seul. Il y en a qui vont être à faire avec votre partenaire aussi. Donc, ça, c'est vraiment varié, mais c'est vraiment très pratique aussi, là. Donc, on aborde un petit peu la théorie, quelques conseils, puis après ça, là, il y a des exercices. Donc, la majorité sont en version PDF, donc vous pouvez les imprimer, vous pouvez les avoir accessibles. Il y a des petites questions aussi à se poser, des questions d'introspection pour pouvoir faire une petite réflexion par rapport à ça tout au long du programme. Donc, pour vrai, je pense que le format, c'est vraiment un format qui est adapté pour les parents, pour les réalités chargées, donc pour les horaires chargés. C'est ça. Puis il n'y a pas de limite de temps aussi, vu que c'est comme en mode asynchrone. Fait qu'on y va à son rythme. S'il y a certains modules qui vous intéressent plus ou qui s'appliquent plus à votre situation, vous pouvez commencer par ça aussi. Tu sais, il n'y a pas nécessairement d'ordre chronologique. On les a fait selon un ordre qu'on trouvait qui faisait du sens pour nous, mais encore là, c'est adaptable à vous. Puis vous n'êtes pas obligé de vous clencher tous les modules en un mois. Tu sais, si ça vous tente d'écouter une capsule par semaine, une capsule par mois, c'est propre à vous, puis il n'y a pas de pression non plus de devoir performer dans tout ça. Le but, c'est vraiment au contraire de reconnecter avec soi puis de se permettre un peu plus de douceur dans notre quotidien en général.